Bonjour, eh bien vous êtes en compagnie de Pierre de Brest Buzz. Voilà, aujourd'hui nous poursuivons évidemment notre travail d'information et notre positionnement car aux situations de l'absurde qui exclut toute possibilité de penser par soi-même, évidemment nous sommes condamnés à une position un tant soit peu de repli qui s'appelle la résistance. Résistons. C'est ce qui a inspiré notre achat du jour à la, la crêperie, à la librairie Dialogue à Brest. N'y voyez aucun parti pris pour forcément l'homme en particulier en tant que politicien, mais plutôt un intérêt toujours renouvelé pour la réflexion et les idées. Et ce qui nous a fait acheter ce livre de Jean Lassalle, eh bien c'est simplement son titre Résistons. On espère y trouver bien évidemment plus qu'un titre, vous le comprenez, et nous vous invitons à réfléchir avec nous sur le contenu de cet ouvrage. Alors au départ on pensait en faire un direct depuis le plateau des Capucins d'où nous sommes, mais on s'aperçoit que la connexion ne fonctionne pas très bien, alors on va vous envoyer tout ça en différé. Évidemment, on a été confronté, comme beaucoup d'entre vous, aujourd'hui à de nombreuses scènes de l'absurde dans Brest. Mon premier projet de l'après-midi était de me rendre chez un opticien mutualiste. Je vous laisse situer la rue de Siam à Brest en face de la Poste. Et là, évidemment, quand j'ai voulu prendre rendez-vous, on m'a manifesté l'obligation en tant que client de porter un masque, ce que j'ai bien entendu refusé, mais vous voyez à quel point on est en train de créer des systèmes d'obligations dans lesquels on peut se retrouver contraint et forcé de porter ces masques qui sont pour nous des symboles de ce devoir de se taire, puisque comme on va vous le partager dans une autre émission tiré du journal France Soir, très étayé. On va y dénoncer avec vigueur l'absurdité du confinement. Je pense qu'on pourrait y dénoncer avec autant de vigueur l'absurdité de porter un masque aujourd'hui au stade non pas d'une pandémie, de cette épidémie fort heureusement en large perte de vitesse. Et donc quand on a utilisé ad nauseam pour développer chez les uns et les autres ces attitudes de soumission volontaire ou involontaire. Donc résister, c'est évidemment faire preuve d'insoumission. Dans certains cas, le prix à payer est fort, donc refus évidemment de me voir renouveler une paire de lunettes parce que je refusais de porter ce masque. Et puis dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus à la cafétéria de la librairie Dialogue à Brest, et là nous y étions donc en couple, et lorsque nous avons voulu nous asseoir côte à côte sur les banquettes offertes dans cette cafétéria, refus nous en a été fait. Voilà où nous en sommes de l'absurdité de ces mesures, non seulement on a envie de dire anachroniques, pour autant que le port du masque aurait pu être utile à un moment donné, ce moment est bel et bien passé et c'est maintenant qu'on nous l'impose. Donc les amis, je me demande à chaque instant si nous allons être assez nombreux à faire preuve évidemment du refus d'accepter l'inacceptable, comme nous l'avons fait aujourd'hui à plusieurs reprises en dénonçant ces manœuvres et en demandant aux personnes qui se retrouvaient de fait dépositaires de l'autorité de l'État, en nous imposant évidemment les demandes de l'État, ce qu'elles pensaient par elles-mêmes. Et je dois dire qu'on a eu à affronter, Léna et moi, un grand silence dans les deux cas précis que je viens de vous citer. L'entrée de l'opticien mutualiste rue de Siam à Brest et évidemment la possibilité de s'asseoir tout simplement l'un à côté de l'autre sur une banquette à la cafétéria de Dialogue. Tout ça peut sembler à certains bien insignifiant. Pour nous qui nous battons depuis des semaines et des mois pour dénoncer cette oligarchie représentative qui ne représente qu'elle-même et qui n'a qu'une volonté, c'est de s'accaparer les richesses. Vous voyez, je pense que je suis d'assez loin pour vous filmer ces 4 personnes
qui avance dans le plateau des Capucins masqués. Évidemment, aujourd'hui, on a été absolument étonné d'observer le comportement non verbal, c'est-à-dire gestuel, des gens qui nous entouraient, tant à la cafétéria de dialogue à Brest que dans les différentes situations que nous avons eu à traverser. Alors aujourd'hui, on va vous partager, non pas en live comme on l'aurait souhaité, mais en différé, les premières pages de ce livre de Jean Lassalle, Aurore au crépuscule résistons. Ça sera le choix de certains de nous voir vouloir soutenir le député. Alors on a pu entendre son interview sur Sud Radio, les commentaires qui lui sont défavorables, on va commencer par eux, évidemment dénoncent le fait que Jean Lassalle serait un acteur, que par ailleurs il serait pro-européen, etc., etc. Nous, c'est évidemment pas notre objectif de rentrer dans ce genre de débat, mais plutôt de voir en quoi son livre, qui a le mérite au moins de porter le titre « Résistons », peut inspirer notre pensée et notre réflexion. Et c'est la moindre des choses, on sera d'accord ou pas avec ce qui est écrit dans cet ouvrage. Donc, on va vous lire évidemment le 4e de couverture, Aurore ou crépuscule résistons. Voici ce qu'il en est. Dans son ouvrage achevé juste avant la pandémie, il faut le préciser, du coronavirus, Jean Lassalle évoque le système qui s'est imposé à nous et qui brise nos sociétés un peu plus chaque jour. Une simple analyse politique ne suffirait pas à décrypter cet homme enjoué, passionné et complexe. Avec son style inimitable, il délivre le message d'un résistant à l'heure où l'humanité vit l'une des plus grandes mutations de tous les temps. Il évoque sa longue marche et nous incite à choisir entre aurore et crépuscule. Cela ne sera pas sans nous laisser penser au titre de l'ouvrage de Juan Branco, Crépuscule, le crépuscule de notre temps maintenu dans une ivresse illusoire de prospérité et de bonheur, l'aurore qui brisera la force d'un système établi au seul profit des puissants. Il nous enjoint à réinvestir notre modèle, celui où l'homme avec un grand H retrouve l'homme toujours avec un grand H. Les citoyens regagneront la conviction et la force de l'engagement, ils refondront le peuple souverain, fidèle à ses déclarations des droits de l'homme dans une civilisation retrouvée. Notre pays rassemblé redécouvrira ce qui constitue son enthousiasme et son génie créateur. Si la France renoue avec sa langue de liberté et d'indépendance d'esprit, elle touchera au cœur notre monde désemparé et défait. Notre grand et beau pays revêtira alors sa dimension universaliste et fraternelle. Jean Lassalle est député des Pyrénées-Atlantiques, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 et fondateur du mouvement Résistons. Alors on a quand même payé cet ouvrage 17,80 € à la librairie Dialogue de Brest pour vous le retransmettre et qui sait vous le faire connaître. Alors voilà ce titre, Aurore ou crépuscule résistons, et voyons si nous pouvons y trouver des sources d'inspiration pour nous-mêmes. Le livre est donc du député Jean Lassalle. Vous savez qu'il produit régulièrement différents ouvrages, voire films ou documentaires. La parole donnée en 2008, Le retour du citoyen en 2011, À la rencontre des Français en 2015 et aux éditions de la Différence, Un berger à l'Élysée en 2016, Résistons, le temps est venu en 2017 et là, Aurore au crépuscule résistons en 2020 aux éditions Cherche Midi. Comme avertissement, on trouve le texte suivant. Le présent ouvrage est adressé pour édition avant la crise du Covid-19 qui s'est brutalement abattue sur la France et le monde. Il m'est apparu que cet ouvrage avait déjà sa propre raison d'être et sa cohérence. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne rien changer au manuscrit initial. J'aurai l'occasion de revenir sur cette grave crise et ses prolongements à l'occasion de mon prochain livre. C'est bien entendu Jean Lassalle qui parle dans cet avertissement. Deux citations qui précèdent le début de l'ouvrage. « Je caresse l'espoir enthousiaste mais lucide que ma démarche soit porteuse de réflexions nouvelles et apaisées pour notre pays.
Jean Lassalle, Le Retour du citoyen en 2011. Et enfin, une phrase qui nous est chère à beaucoup d'entre nous, toute vérité franchit 3 étapes. J'espère qu'il va en être ainsi de toutes ces vérités que, évidemment, nous tâchons de faire passer depuis le début de cette pseudo-pandémie du Covid-19. Donc toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. C'est d'Arthur Schopenhauer. Bien évidemment, concernant cette pseudo-pandémie, de nombreuses personnes en auront fait les frais. Et nous tous en aurons été d'une manière ou d'une autre les victimes consentantes ou non consentantes. Et évidemment, le gros problème, c'est surtout pour celles qui sont non consentantes, puisque nous devons subir tous ceux qui n'ont pas encore voulu ou pu ouvrir les yeux. Donc voici l'avant-propos. Aurore au crépuscule, il faut accepter de prendre ce texte tel qu'il est. Je me suis efforcé de l'écrire dans l'évidence du constat, l'urgence du péril et de la prise de conscience, l'impératif d'une action inspirée. Je voudrais qu'il résonne comme un appel et possède la force du cri. Je ne suis pas moraliste et je n'accepte pas qu'on me fasse la morale. Dans le même temps, depuis une trentaine d'années, plus précisément au cours de cette dernière décennie, il m'apparaît évident que nous vivons une situation politique et sociale insupportable et à vrai dire inhumaine. C'est peu de le dire. Les quelques réflexions qui suivent se veulent une manière de participer à un mouvement plus général et d'alimenter une réflexion de rupture. Je me suis laissé guider par mon désir d'être utile et la volonté d'engagement qui m'anime. Il guide ma déjà longue marche en quête d'un futur nouveau entre aurore et crépuscule. 3 points de suspension. Alors ça se présente cet ouvrage, pour autant qu'on puisse le découvrir en feuilletant les pages comme ça, comme une série de lettres. Alors ces lettres ne sont pas datées, par contre elles sont, si je puis dire, localisées. Donc eh bien, celle qui ouvre l'ouvrage est localisée à Lourdios Icher et démarre ainsi: chers compatriotes, c'est au singulier, je reçois ce jour une nouvelle lettre de vous. Vous m'écrivez de plus en plus souvent, je vous en remercie. Je me propose de vous répondre aussi souvent que possible. Je souhaite ardemment que nous établissions une réflexion partagée sur l'univers kafkaïen qui s'est emparé de notre quotidien. Je suis persuadé que chemin faisant, nous pouvons y retrouver un peu de lucidité, de bon sens et ainsi des raisons d'espérer de nouveau. Imaginons que notre recherche éclaire aussi le chemin de ceux qui voudraient bien s'y associer. Je vous propose d'évoluer entre aurore et crépuscule. Ces instants-là vous émeuvent autant qu'ils me fascinent. Vous aimez la France comme je l'aime. En route, merci, chers compatriotes. Alors dans une première partie de ce livre composé d'une seule lettre, le thème est « J'aime la France ». Cette lettre est toujours localisée à Lourdios Icher. Chers compatriotes, vous avez eu une belle expression, je suis devenu aphone et j'ai pourtant tant de choses à dire. On pourrait dire avec un peu plus de, de synchronisation avec l'instant présent, je suis devenu masqué ou contraint de porter un masque dans le domaine de l'absurde pour tous ceux qui ne croient plus un mot à tout ce qu'on veut nous faire croire concernant la prévention que pourrait représenter le port d'un masque aujourd'hui et évidemment le fait d'être un bon citoyen soucieux de son bien et de celui des autres. Donc, vous avez eu une belle expression, je suis devenu aphone et j'ai pourtant tant de choses à dire. L'écho de ces mots résonne en moi par ce jour pluvieux, quand mes montagnes ensevelies sous les nuages restent elles aussi silencieuses. Je ne les sens pas désespérées, peut-être parce qu'elles savent depuis longtemps que le soleil reviendra et avec lui la même symphonie pastorale dont chacun est l'acteur et le spectateur médusé par tant de beauté. Elle est complicité, écoute et fulgurance. Elle est vivante et joyeuse. J'aime la France, j'aime sa plus anodine route départementale comme j'aime Chambord. J'aime Calais comme j'aime Calvi, Bordeaux, Paris, Sarcelles. J'aime les petites vieilles de la montagne comme les jeunes qui traînent leur ennui au pied des tours. J'aime ces poètes comme ces ouvriers. J'aime la France et j'aime ses habitants. C'est notre patrie et rien ne m'affecte plus que de voir à quel point la France,
se délite, cesse d'être un peuple. Comme vous tous, je vois notre grand pays sortir peu à peu de l'histoire et notre belle nation s'abaisser à des luttes fratricides sur fond de désespoir. Que de ressources immenses gâchées faute de ne pouvoir s'exprimer ou d'être prises en compte, que ce soit au niveau de la pensée, des idées ou de nos richesses humaines naturelles. Notre France se meurt de ne plus porter en elle son dessein universaliste, de ne plus être habitée par une vision, de ne plus assumer ce que lui a conféré sa grandeur, une lueur dans la nuit que peut être l'humanité. C'est avec espoir, avec l'espoir que vous retrouviez la parole et que vous puissiez à nouveau dire. Réinvestissons ensemble le verbe et la plume, nous dirons à notre peuple combien nous l'aimons. Nous le toucherons au cœur, d'autres se lèveront à leur tour, ils parleront aussi. Grâce à vous, et je l'espère, avec vous, chers compatriotes, fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors le thème suivant, ou la première partie de cet ouvrage, la France, un phare dans la nuit. Voilà la question auquel nous allons tenter de répondre à travers donc un certain nombre de thèmes, des lumières illusoires pour le premier, une riche dotation gâchée pour le deuxième, et puis un totalitarisme mou pour le troisième, et conscience des peuples pour le quatrième, toujours dans cette partie qui s'intitule La France, un phare dans la nuit. Et puis après la conscience des peuples, eh bien, il y aura une deuxième partie. Alors je ne sais pas si nous allons boucler la première aujourd'hui, mais on va déjà se lancer dans la première et ça sera pour un jour prochain que nous aborderons les institutions représentatives en crise. Donc la France, un phare dans la nuit. Première missive, si je puis dire, écrite à Paris, des lumières illusoires. Alors écoutez bien, ça m'a intéressé puisque je l'ai lu une première fois avant de partager avec vous cette lecture. Évidemment, je profite pour saluer au passage tous ceux et celles qui nous ont accompagnés de nombreuses semaines pour nos lectures précédentes avec des moments mémorables tels que ceux que nous avons passés dans la lecture du livre de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial, et bien d'autres livres, évidemment avec ce regret que nous avons eu de devoir supprimer les vidéos que nous avions consacrées au livre La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, sa fille nous ayant demandé de retirer ces vidéos sous peine de voir notre chaîne fermée. Donc c'est évidemment avec un regret important que nous avons dû retirer cette découpe de ce livre en 19 vidéos que nous avions évidemment vécues ensemble. Et donc je remercie tous celles et ceux qui ont fait confiance à notre chaîne lors de ces lectures quotidiennes. Je ne peux pas encore vous dire si elles vont se rapprocher du quotidien pour les lectures à venir ou si nous allons garder un rythme un peu plus espacé d'une fois par semaine. En tout cas, on va parler maintenant des lumières illusoires. Chers compatriotes, Paris brille de mille feux ce soir, mais je ne sais pour quelle raison, j'ai soudain conscience de la fragilité de ces lumières. À l'image de ces photographies prises par satellite, où l'on découvre une planète que la nuit ne recouvre pas, notre monde se croit lumineux, même au cœur des ténèbres. Les îlots de lumière s'y multiplient autour des centres urbains, le long des côtes et des axes de circulation. Dans ces zones, l'activité humaine ne connaît pas de pause. L'ensemble forme un immense empire où le soleil ne se couche jamais et en comparaison duquel ceux qui ont traversé l'histoire paraissent insignifiants. Face à cette planète qui brille de mille feux, des sentiments contradictoires nous envahissent. Nous sommes d'abord saisis d'admiration devant les prouesses technologiques de l'homme et sa capacité à reculer toujours plus loin les contraintes naturelles. Mais bientôt, l'effroi monte devant tant de mégalomanie. L'humanité est devenue, comme le prédisait Descartes, il y a près de 4 siècles, maître et possesseur de la nature, pour le meilleur et pour le pire. Il suffit qu'au cœur des villes, la lumière vienne à s'éteindre
pour que les populations plongent dans le désarroi, le manque, la peur. Le 3 décembre 2014, la ville de Détroit a subi une panne d'électricité totale. Conséquence, plus de courant pour les écoles, les commissariats, l'université, le Détroit People Mover, monorail automatique en centre-ville, les tribunaux, l'hôtel de ville, les hôpitaux, les musées ou les feux de circulation, nous disait le Figaro. Panique à bord, la lumière n'est plus. Où trouver les bougies qui pendant des siècles ont permis à l'homme de se repérer dans la nuit? Il est perdu, il ne retrouve même plus ses marques au sein de sa propre maison. La lumière n'est plus. Dans l'obscurité désormais menaçante, il faudrait se raccrocher à quelque chose, mais l'homme ne tient que par ses valeurs, or il semble qu'il les ait perdues. Les écrans de télévision et ordinateurs s'éteignent, tout se fige. Comment réguler alors les trafics aériens, routiers et ferroviaires? Comment maintenir l'activité des administrations, des hôpitaux, des écoles? Comment commander les armées, les forces de police? Et comment, avec quelles alarmes, protéger maisons et commerces de l'assaut des pillards? Il suffit de quelques dizaines de minutes en effet pour que l'individu perde ses moyens et que la foule devienne horde. Qu'une panne électrique affecte une ville comme Détroit où 50 millions de personnes, comme en Argentine et en Uruguay en 2019, et toute une population est renvoyée à un état originel qu'elle ne sait plus maîtriser. 6 heures plus tard à Détroit, 12 heures plus tard en Argentine et en Uruguay, la lumière revint. Un jour, elle ne reviendra plus. Que restera-t-il de notre monde et de l'humanité? Un enclos désormais soumis aux dures lois de la nature, dans lequel l'homme cherchera à rassembler à tâtons le peu d'éléments de survie qu'il maîtrise encore? Ainsi notre monde est-il aujourd'hui le fragile prisonnier de la technologie triomphante. Sa lumière n'est donc qu'une illusion. Elle est le fruit de la technologie livrée à elle-même. Elle fait oublier aux hommes que dans nos sociétés, et jusqu'en chacun d'entre nous, la face obscure gagne du terrain. En chacun de nous, l'artifice remplace les plus hautes valeurs de l'humanité. Le spectacle, le simulacre, le virtuel et le mensonge ne cessent d'affaiblir le monde réel et surtout, l'échange authentique entre les êtres, les valeurs de fraternité et d'entraide. Je repense ici au film de Christian Jacques, Si tous les gars du monde, dans lequel en 1956, une chaîne humaine de radio-amateurs vient au secours d'un chalutier en difficulté et sauve son équipage. Chercher et établir le contact, se faire comprendre, échouer, ne pas renoncer, du temps, de la patience, de la volonté, l'effort tendu vers une cause désintéressée, sublime, c'était cela l'objet de la communication en 1956, sans téléphone mobile, péniblement et donc sans paroles inutiles, mais avec un réel objectif. Aujourd'hui, si les distances entre les hommes diminuent, le désert croît, pour reprendre le verdict de Nietzsche. Pourtant, quelques heureuses plaques sombres subsistent, les campagnes, les montagnes, les forêts qu'épargnent ces halos de lumière artificielle. Elles demeurent préservées et sans doute est-ce cette mise à l'écart par la modernité qui maintient leur vigilance et leur farouche volonté de survivre malgré une disparition programmée. Leurs habitants sont les oubliés, comme les chante si bien Gauvin Serre. Vous retrouverez sur notre chaîne de nombreuses chansons de Gauvin Serre filmées pour les Gilles du Port à Brest et filmées également au Macorlan. Donc leurs habitants sont les oubliés, comme les chante si bien Gauvin Serre, un jeune homme qui a sans doute oublié d'oublier la terre de ses ancêtres, oublié d'oublier de rendre visite à sa grand-mère, oublié d'oublier de remercier son instituteur. Ce jeune garçon est une étincelle de la lumière de nos cœurs qui ne s'éteint jamais, la flamme de l'espoir, du désir d'agir au sens de Spinoza, que même dans les temps les plus sombres de notre histoire, nous avons su préserver et animer par nos valeurs et notre génie à la française. Cette lumière vacillante et véritable que nous avons su faire croître au milieu des ténèbres jusqu'à les vaincre, nous en sommes comptables, c'est notre force. Notre pays la possède-t-elle toujours?
Si ce n'est plus le cas, il se doit de la retrouver, chers compatriotes. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors, petite vue panoramique, vous voyez, on n'est pas très loin du canot de l'empereur, hein, exposé toujours avec une sorte de protection tout autour, au plateau des Capucins à Brest, non loin de ce tour qui servait, si j'ai bien compris, à tourner des mâts de navire. Alors évidemment, on a une petite barre en travers. Je vais me déplacer un peu puisque je suis indépendant de tout fil. Vous voyez ce grand tour de Brest avec son hélice. Évidemment, on est non pas très loin ou presque en face de la médiathèque. Et puis, je vous laisse voir comment se présente aujourd'hui cet espace des Capucins avec des signes de distanciation sociale sous la forme de ces masques qu'on aperçoit sur les uns ou sur les autres, parfois rendus obligatoires par l'accès à tel ou tel lieu, et parfois simplement parce qu'on a eu le cerveau lessivé par ces annonces anxiogènes distillées semaine après semaine, simplement pour soutenir les intérêts de Big Pharma. J'en profite pour remercier tous celles et ceux qui ont, et c'est encore possible, répondu à notre petit sondage. On va peut-être en faire une photo écran. Vous étiez une cinquantaine encore récemment. On va voir s'il continue à y avoir des réponses. Et on vous a posé quelques questions. Je vous invite évidemment à consulter également ce qu'on vous publie dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube Brest Buzz. On y collecte beaucoup d'articles. On en approfondit certains. On profite pour vous rappeler que nous sommes jeudi. Je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir être mise en ligne à temps. Si elle l'est, sachez qu'à 20 h ce soir, vous avez 19 lanceurs d'alerte, dont Jean-Jacques Crèvecoeur et bien d'autres qui se sont regroupés pour faire une émission. Elle n'est pas en live, mais elle s'avère prometteuse et intéressante. Donc, si vous avez cette vidéo juste avant, eh bien, vous savez que vous pourrez aller la voir. Et si vous l'avez juste après, eh bien, puisque ça n'est pas du live de toute façon, vous pourrez tout aussi bien consulter et voir cette vidéo prometteuse. Après ce petit intermède, on va pouvoir évidemment aborder le deuxième, je ne sais plus comment il faut compter, ou la troisième missive de Jean Lassalle qui s'appelle « Une riche dotation gâchée ». Elles sont toutes localisées. Celle-ci est encore localisée à Lourdios-Icher. Je n'ai pas de carte de France sous la main pour vous montrer où se trouve ce lieu, mais je vous laisse faire preuve de curiosité pour le découvrir. Chers compatriotes, vous me dites que vous doutez souvent de l'homme comme vous doutez de votre pays. Ce soir, j'ai envie de vous en parler. L'homme, point d'interrogation. La nature l'avait richement doté en lui attribuant l'intelligence des hommes. Elle lui permit de découvrir langage et écriture. Au fil des siècles, il a su faire humanité et même civilisation. La France, au travers de ses guerres et batailles perdues ou gagnées, par le concours de si grands esprits et par son génie créateur, a largement apporté sa contribution. Il y eut d'abord un ensemble d'us et coutumes non écrits, puis de textes, de traités, de codes, de règlements, de lois, de constitutions. L'humanité n'est-elle pas un long, très long creuset de la civilisation ? Peu à peu, l'homme, prenant conscience de son intelligence, de sa faculté à accepter et partager des règles communes, a apporté dans l'enthousiasme d'autres usages. Chaque parcelle de cette histoire a enseigné à chacun le respect de l'autre, avant de lui faire comprendre que ce dernier était son égal. Oui, durant tant de siècles, notre pays a contribué à ce lent processus par ses fulgurances, le formidable apport d'une langue, certes complexe, mais porteuse d'esthétique, de beauté, de fantaisie et surtout d'indépendance d'esprit et de liberté. Le peuple français a été le premier à se déclarer souverain. Transcendé par ce nouvel élan de souveraineté populaire, ses élites le théorisèrent en dépit de tant de contradictions et de sanglantes querelles intestines.
Elle le hissèrent à un niveau inégalé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme retrouvait l'homme. L'homme avec un petit H retrouvait l'homme avec un grand H. J'en fais un petit peu une parenthèse. Vous savez que je vous invite depuis de nombreuses semaines à supprimer le mot élite de votre vocabulaire et à arrêter de croire que certains sont des élites alors que d'autres ne le seraient pas. Cette vision du monde conduisant inévitablement à penser que certains seraient plus intelligents que d'autres et donc, in fine, à leur remettre notre destin en main. Je pense qu'il est temps de sortir de cette forfaiture et d'arrêter de faire preuve d'une admiration qui est à notre détriment, pour certains à votre propre détriment. Je poursuis donc la missive. Après cette phrase, l'homme retrouvait l'homme. Il est une mission qui depuis longtemps déjà nous occupe et nous transcende. Donner et conserver à chacun, à chaque citoyen, sa grandeur, sa dignité d'homme à hauteur d'homme. Cela reste et restera encore longtemps l'âpre et impérieux combat de chacun de nos jours et de chacune de nos nuits. Le chemin et la destination sont bien là. Ces irrésistibles inspirations auxquelles s'ajoutent tant de recherches et de découvertes, d'inventions, d'une production artistique hors du commun dans les lettres, la musique, le théâtre et le cinéma, ont conféré à notre pays sa dimension universaliste, un thème qui est cher à Jean Lassalle. Cette dimension est reconnue par tant d'autres, bien au-delà des mers, des océans et des montagnes, de l'Arctique à l'Antarctique. Inspiré par un peuple composite qui très vite et par la force des choses acquis l'art de l'intégration ou par les guides hors du commun qu'elle sut se donner, la France tutoya parfois le sublime. Perdue, mal inspirée par son intelligentsia, elle fut aussi capable du pire, de l'indicible, de vile lâcheté et de funeste trahison. Mais sa capacité de résilience, son goût immodéré de la résistance à toute forme d'injustice, lui permirent de rester en dépit de tout une lumière bienveillante dans la nuit. De tout cela, nous sommes comptables. Une situation géographique hors du commun, son territoire, le troisième d'Europe, est placé sur une latitude idéale. Bordée de mers et d'océans, la France détient une position unique. Coiffée d'irrésistibles montagnes et vivifiée par des fleuves qui, tantôt impétueux, tantôt reposants, trouvent pour la plupart sources et estuaires en son sein. Des forêts majestueuses, un bassin parisien, aquitain ou rhodanien, juste là où il les fallait. La France est au carrefour de tous les espaces terrestres, de toutes les voies maritimes et maintenant aériennes. Tout y pousse, tout peut y être transformé, la quasi-totalité des productions y est possible. La France est un monde, la France est une histoire. Le voyageur qui prend la route depuis Biarritz pour se rendre à Strasbourg quittera une région associant somptueusement montagne et océan. Une montagne qui a vu l'arrière-garde de Charlemagne affronter Basques et Sarrasins. Charlemagne, roi des Francs, roi des Lombards, père de l'Europe. Il foulera les terres ondulées et blondes du Gers, celles de Charles de Batz, de Castelmore, dit d'Artagnan, pauvre mais mousquetaire à qui, dès le plus jeune âge, on a inculqué quelques valeurs. N'être jamais lâche, l'honneur d'un homme de guerre est le plus important. Quelques jours de marche encore, puisque l'homme n'est jamais plus lui-même que lorsqu'il marche. Et ce sera le verdoyant Périgord, Sarlat, la maison de la Boétie, celui qui ose en 1548, dans le discours de la servitude volontaire, remettre en cause la légitimité des gouvernants, ses maîtres ou tyrans. La Boétie, gilet jaune. Plus loin, c'est la Corrèze, terre de résistance, Tulle et les 99 otages pendus le 9 juin 1944 par la division Das Reich. Il y aura le Massif central et ses volcans, Vercingétorix et la Gaule farouche, rebelle. Puis au cœur des pâtures du Charolais, la cité du Sacré-Cœur apparaît le Monial, à laquelle la Révolution avait rageusement ôté le Monial dans un réflexe laïque exaspéré. Ensuite, ce sera la riche Bourgogne des ducs et d'un de leurs vassaux, le comte de Ligny, qui firent prisonnière Jeanne d'Arc. 12 France au caractère bien trempé. Et enfin la superbe Alsace et ses allers-retours franco-germaniques qui n'ont jamais pu briser son éclatante beauté, ni la force et le courage de ses habitants.
Oui, les Français sont nés de ces beautés. Ils sont les héritiers de ces hommes et de ces femmes qui étaient portés toujours par la grandeur de leur pays et qui jamais n'ont baissé les bras. Oui, les Français sont nés de ces événements violents ou subtils qui ont fait la France. Oui, la France a grandement contribué à l'avancée de notre civilisation et pourtant, nous, Français, perdons une fois encore le fil de notre histoire. Ne pensez-vous pas, chers compatriotes, que non préparés à un brutal changement de monde, nous perdons nos repères? À l'image de l'humanité, nous dégringolons de notre piédestal pour retrouver à grands pas, irrésistiblement, tragiquement, l'animalité. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors c'était donc cette missive intitulée La France, un phare dans la nuit, plutôt intitulée Une riche dotation gâchée, dans la partie du livre intitulée elle-même La France dans la nuit. Donc toujours Pierre en votre compagnie, au plateau des Capucins à Brest, que nous n'avons pas pu aborder en téléphérique aujourd'hui puisque évidemment il aurait fallu porter le masque d'une part, mais que par ailleurs nous n'avons pas eu à affronter la situation puisque il est tout simplement en maintenance. C'est vrai que ça fait pas mal de maintenance. Alors, quelque part, pour se dégourdir un peu avant d'aborder le chapitre suivant, comme vous le voyez, un totalitarisme mou. Alors, ce plateau des Capucins, eh bien, nous sommes à quelle heure? 18h30. Voilà, pas mal de monde, des patins à roulettes en quantité, évidemment, d'où les bruits que vous entendez certainement en arrière-plan. Un lieu convivial qui a largement été adopté, quoi qu'on ait pu penser de ce projet, désolé pour les bruits, par les Brestois. Évidemment, c'est un lieu assez idéal pour y faire toutes sortes d'entraînements, en particulier de patins à roulettes. Alors on va peut-être essayer de trouver un lieu un peu plus calme. À cette heure-ci, les places ne manquent pas. Et donc, on va aborder, peut-être en marchant, un totalitarisme mou. Alors, chers compatriotes, alors cette missive, elle est écrite à Paris. Chers compatriotes, vous continuez à me parler de votre attachement inconditionnel à notre démocratie. J'admire votre constance. Je ne peux m'empêcher de nuancer ce propos. Si je lui reste plus que jamais très attaché, je ressens combien celle-ci pourrait et mériterait d'être grandie. Je fais partie de ceux qui ont créé cette soif d'excellence, d'absolu. L'homme vient de l'animalité. Il a connu si longtemps, tels les fauves, la loi du plus fort, du « je te déchire, je te dépèce, je te mange parce que je suis plus fort que toi », qu'il apparaît de nouveau impuissant à dompter la vraie nature qui l'habite. Alors je vais devoir me poser. Hobbes écrivait « L'homme est un loup pour l'homme, mais les grands fauves se mangent-ils réellement entre eux ?» Bonne question. Un pas décisif fut pourtant franchi il y a une génération avec la chute du mur de Berlin. Des deux blocs qui s'opposaient, un seul a subsisté, celui du monde réputé libre. Il était un modèle. En quelques mois seulement, il est devenu système. Européanisé d'abord, mondialisé, puis globalisé enfin, libérant une finance folle et vile, alors tenue en laisse. Elle s'est une fois de plus livrée à quelques mains expertes dont l'unique objectif est l'enrichissement individuel et qui perpètre à nouveau barbarie, duplicité, désordre et crimes contre l'humanité. Un autre pas prometteur fut réalisé avec l'apparition des réseaux sociaux. Ils constituent le plus grand faisceau d'informations et d'échanges à l'échelle planétaire dont le monde ait jamais disposé. On aurait pu s'en féliciter. Enfin, les moyens étaient donnés à l'homme de fraterniser, y compris avec le plus éloigné de ses congénères. Ce devait être pour le meilleur. Il se trouve qu'il est plus facile de fraterniser avec un inconnu de Nolulu qu'avec sa voisine de palier dans l'antichambre de la mort. Ange et démon, les réseaux sociaux suscitent soudainement en chacun de nous l'illusion de liberté, le sentiment d'être affranchi, la capacité à exister. Ils s'emparent de nous sans solliciter notre avis et nous suivons d'autant plus rassurés
que ce formidable renouveau s'offre à nous a priori sans risque ni coût supplémentaire. Nous nous croyons enfin libérés. Plus de codes ni de bandes organisées pour nous manipuler. Nous leur confions tout sans réserve, sans limite, sans vergogne, sans retenue. Le commun des mortels, subjugué, se donne, perdant ainsi souvent ce qui fait de lui un homme, la part essentielle de l'intimité et la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Les élites disposent quant à elles des informations et des preuves qu'il ne s'agit là que d'une boîte de Pandore. Il faut éviter à tout prix de lever le couvercle sans avoir pris les précautions qui s'imposent. Ne pas susciter le désir sans donner les moyens, au risque d'enfermer l'infini dans un espace fini. La notion d'économie européenne puis mondialisée s'impose et les notions sont alors de trop. Et les nations sont alors de trop. L'économie globalisée s'installe tandis que le système censé la conduire appose sa chape de plomb. Machinalement ou par peur d'affronter la réalité d'une démocratie qui nous échappe, les ombres au pouvoir estimèrent que pour atténuer auprès de l'homme le caractère effrayant du tout nouveau monde, mieux valait adopter une terminologie nébuleuse, la globalisation. Et là, comme seul objectif, d'accréditer l'idée de l'univers globalisé sans aspérité, donc forcément libre et sans danger. Une fois de plus, comme à la veille des heures sombres de notre histoire, tel Ponce Pilate, ce qui restait d'humanité chez les prétendus décideurs laissa faire. Qui sont-elles, ces ombres au pouvoir? Qui tire les ficelles de cet univers globalisé? Oui, qui sont-ils, ces hommes? Ressemblent-ils à Mère Teresa, à l'abbé Pierre ou à Nelson Mandela, qui n'avaient d'autres armes que la pauvreté, l'abnégation et le don de soi? On peut en douter. Sinon, pourquoi les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, financiarisés, imposeraient-ils leurs lois à la planète entière? Pourquoi dollars et spéculations seraient-ils rois du monde? Et qui sont-ils, nos soi-disant décideurs? Ressemblent-ils à Louis XI, universel aragne? Peut-être, mais unificateur infatigable? Ressemble-t-il à Churchill ou à De Gaulle, homme intègre et rassembleur, combattant courageux, résistant teigneux? On peut en douter. Sinon, pourquoi baisserait-il la tête et les bras devant cet univers inhumain qui s'impose à eux? Par effet domino, manque de discernement ou lâcheté, notre pouvoir politique d'abord, notre haute administration, notre banque et nos médias ensuite, se voient contraints de refaire oligarchie. Ils en sont à la fois les acteurs irresponsables et les impérieux obligés. Un pouvoir politique obsédé par le court terme, par les sondages, les élections, contraint de légiférer à longueur d'année sur des problèmes sociétaux sur lesquels il croit encore avoir la mainmise. Une haute administration à l'abri et aux ordres, des médias sous contrôle et terrorisés. Il semblerait bien qu'aujourd'hui on devrait, comme à D'Artagnan, enseigner les vertus du courage. Une terrible et profonde crise politique accable notre pays, suscitant le repli sur soi et générant une profonde angoisse qui distend jour après jour nos liens sociaux jusqu'à l'intime. Nous peinons à intégrer nos jeunes pourtant pleins d'enthousiasme. Nous désignons déjà nos aînés aux tempes blanches comme responsables d'une bonne partie de nos soucis financiers. Nous sommes tous soumis à un totalitarisme mou d'un genre inédit qui n'a rien à voir avec le totalitarisme doux de Tocqueville. Il s'est insidieusement instauré au cours des 30 dernières années. Impossible de le cerner. Pas de visage, pas d'armée, ni grandes oriflammes, ni voix nasillardes à nos frontières. Il s'insinue pourtant chaque jour dans nos vies. Il en détruit l'essence jusqu'à la lie. Il nous a vaincus. Nous sommes en état d'occupation. Il a pris la place de ce qui fut quelques décennies durant un modèle à l'égal de celui d'Athènes, Athènes qui ne dura pas, elle non plus. La France est au bord de la guerre civile comme tant d'autres, à moins qu'elle ne soit aux portes d'un phénomène inédit, son abîme dans la terrifiante déflagration du monde globalisé. La démocratie s'est égarée et nous, chers compatriotes, représentants de la nation, nous ne constituons plus qu'un théâtre d'ombre. La haute administration a retrouvé, à quelques exceptions près, la place qui est la sienne en pareille circonstance, celle d'une courroie de transmission des puissants vers les puissants. La quasi-totalité des médias nationaux aux mains des nouveaux maîtres de la globalisation a renoncé à informer de manière compréhensible et objective.
Nous sommes impuissants face à leurs diktats. Plus d'idées, plus de débats, plus de visions, plus de projections, plus d'espoir, plus de futur. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Ben écoutez, la conscience des peuples, je pense qu'on va l'aborder demain, puisque ça fait déjà 45 minutes que nous sommes ensemble. Évidemment, on était parti au départ aujourd'hui dans cette librairie Dialogue pour se procurer 2 livres, celui-ci qu'on a donc commencé sans plus tarder dès ce soir, et puis on espérait également pouvoir avoir en main, pour le faire dialoguer avec celui-ci, celui de Christian Péronne intitulé « Il n'y a pas une erreur qu'il n'ait pas commise ». Et là, je pense que tout le monde comprendra ce dont veut parler Christian Péronne, avec évidemment cette calamité que nous avons tous subir, non pas liée à un virus, mais évidemment à cette utilisation d'un virus pour réduire les gens à leur instinct de sécurité qu'il faut bien qualifier de primaire, qui est dicté par la peur. Lorsque la peur nourrit les corps et les esprits, et bien évidemment on est conduit les uns et les autres à toutes sortes de conduites à la fois irrationnelles qui empêchent en fait de penser par soi-même. On en est on s'en remet à des prétendus experts qui évidemment ne représentent et de loin pas l'ensemble des expertises disponibles, dont des experts triés sur le volet, des faire-valoir, des idées qu'on veut à tout prix faire passer, de dangerosité, évidemment avec en arrière-plan celui qui a été pyromane devient le pompier, donc va vous apporter tout un tas de tests dont on peut voir sur le journal Le Média à quel point ces tests évidemment sont peu fiables, donc vont induire un grand nombre d'entre nous en erreur. Évidemment, on est à cette phase où on va vendre ces tests par milliers ou par millions, et puis évidemment avec en arrière-plan des questions telles que celles posées par la mise en place d'une application qui nous permettrait de savoir à distance ce qui est dangereux ou pas, l'application Covid-19, et puis toujours en arrière-plan, bien soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates, évidemment, la fabrication d'un vaccin qui serait censé nous mettre à l'abri de ce dangereux virus dont il y a tout lieu de penser, étant donné les informations qu'on a pu avoir, que ce virus, bien sûr, existe, mais est en train de perdre sa dangerosité, puisque son but génétique, pourrait-on dire, est en quelque sorte non pas de tuer ceux qui l'hébergent, mais au contraire de s'y adapter de façon à trouver de plus en plus d'hôtes. Ce qui veut dire que sa virulence est en train, tout bonnement selon les hypothèses les plus crédibles, de disparaître. Voilà où on en est, les amis. Donc voilà pour cette petite marche de clôture à l'intérieur du plateau des Capucins, pour que vous sentiez un peu aussi l'ambiance. Il va me falloir une vingtaine de minutes pour regagner mon domicile, et puis ensuite je vais vous poster cette vidéo telle qu'elle a été faite. Vous voyez ces barrières oranges, c'est toute cette mise en scène à l'entrée de la médiathèque de Brest pour les remises de livres. Vous voyez cette distanciation sociale qui continue à distiller la peur dans les esprits jour après jour. Et évidemment, on vous encourage à aller consacrer du temps à l'information et surtout à acquérir un argumentaire de plus en plus étayé et sérieux, de façon à continuer à essaimer nos idées pour ceux qui ont décidé de résister. Et ça paraît une des rares causes qui mérite encore la peine, puisque notre dignité est là, notre honneur, notre sens de la vie. Eh bien oui, résistons ensemble, et c'est pour ça qu'on va continuer à vous lire jour après jour, en tout cas même si ce n'est pas tous les jours, ce livre de Jean Lassalle intitulé « Résister ». Alors là, je vais vous filmer un petit peu le dispositif qui a été mis en place pour les retours de livres à la médiathèque des Capucins.
pour qu'on puisse, je l'espère, en rigoler dès que l'ensemble d'entre nous aura été convaincu qu'on a tous participé sans le savoir, pour ceux qui en ont été en tout cas les victimes, à une grande mise en scène, et que évidemment tout ça est bien pitoyable quand on voit les souffrances que cela aura occasionné, quand on voit le coût qu'il va y avoir à payer pour notre pays, masquant l'incurie évidemment dans la gestion de nos affaires depuis des décennies. Je rappelle toutes ces entreprises et les fleurons de notre pays qui ont été bradés à des intérêts étrangers. Évidemment, il est très important de devenir critique, et c'est tout le souhait qu'on peut faire pour nos concitoyens, c'est d'acquérir véritablement un esprit critique. À l'évidence, on ne tombera pas tous d'accord, mais au moins on évitera de s'en remettre à des sources dont la crédibilité est plus que douteuse, puisque ces sources, que ce soit les médias mainstream tels que nous les connaissons, à commencer par Le Monde qui a reçu une dotation incroyable de la fondation Bill et Melinda Gates, vous comprenez bien que ce n'est pas trop leur intérêt à évoquer des idées et des sujets qui vont à l'encontre des idées de cette fondation, parmi lesquelles il y a évidemment cette idée de vaccination obligatoire et généralisée. Donc le journal Le Monde a reçu un financement, alors je ne sais plus à combien, c'est 50 millions, je suppose, d'euros de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça fait quand même une coquette somme, peut-être c'est plus. Et puis évidemment, ne parlons pas de BFM TV, ça serait leur faire trop d'honneur. Et donc évidemment, la question c'est de savoir où nous choisissons de nous informer. Et bien évidemment, notre responsabilité collective, c'est de fuir dorénavant tout ce qui est médias mainstream et de sentir que dans ce besoin d'information, eh bien, nous avons une attitude active, que nous apprenons à faire des recoupements et que nous apprenons aussi à découvrir ceux qu'on qualifie parmi nous de lanceurs d'alerte. Voilà, et puis qui sait, peut-être deviendrez-vous à votre tour lanceur d'alerte. Pour le devenir, la compétence principale, me semble-t-il, c'est d'avoir l'envie d'informations fiables, non orientées, qui vous laissent réfléchir, et puis évidemment que cette information ne soit pas liée à des intérêts privés, c'est-à-dire que votre chaîne, si c'est une chaîne YouTube, ne soit évidemment pas financée par les intérêts de telle ou telle marque, de telle ou telle fondation. Alors voilà, nous voilà à la sortie maintenant du plateau des Capucins. C'est là qu'on va vous dire au revoir en espérant vous retrouver bien évidemment très bientôt. Alors vous voyez des barrières, il y a un sens, tout ça pour faire très sérieux, pour donner le sentiment aux citoyens que l'État le protège. Un sentiment, je dois le dire, bien illusoire par les temps qui courent. Votre meilleure protection, c'est d'apprendre à penser par vous-même, apprendre à penser par vous-même. Bien sûr, vous le savez bien, lorsqu'on apprend à penser par soi-même, c'est aussi prendre le risque de se tromper de temps en temps, mais c'est un risque infiniment moindre que celui d'être entraîné dans le mensonge par des imposteurs qui ont perdu tout sens de leur mission. Voilà, écoutez les amis, ça y est, on est au grand air à l'extérieur. Je vous salue, je souhaite vous retrouver très bientôt. Et puis on a en construction, on a déjà rassemblé pas mal d'éléments. Évidemment, un réquisitoire, on ne peut pas appeler ça autrement, implacable contre le confinement qu'on nous a imposé, qui est tiré du journal France Soir. Vous allez voir que c'est un article sacrement étayé. On va y retrouver le docteur Delépine et bien d'autres sources encore. Vous verrez qu'au bas de cet article, il y a plus de 30 notes, c'est vous dire le sérieux avec lequel il a été construit. Alors à tout bientôt les amis et merci de votre fidélité à notre chaîne.